L'histoire de Charles Aznavour, c'est vraiment une leçon de persévérance incroyable. La question, c'est comment un artiste avec un physique et une voix qu'on disait si atypique a-t-il pu devenir une véritable légende mondiale de la chanson? Eh bien, c'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a les critiques de ses débuts et elles sont violentes. Voix nasillarde, petit homme, on le surnomme même la laryngite. C'est dire. Et de l'autre, des décennies plus tard, le New York Times qu'il qualifie de « divinité de la pop française ». Comment passe-t-on de l'un à l'autre? C'est tout le paradoxe, le mystère Aznavour, qui est vraiment au cœur de son histoire. Ok, pour bien comprendre cette ascension folle, on va suivre un parcours en 5 étapes. On commencera par la star improbable, puis on verra ses débuts, qui ont été très difficiles. Ensuite, le moment clé, la révélation sur scène. Après ça, on explorera l'artiste multiples facettes qu'il était. Et on terminera sur l'héritage d'un géant. Allez, on attaque la première partie, la star improbable. Tout commence donc à Paris le 22 mai 1924. C'est la naissance de Charles Aznavourian. Il faut s'imaginer le contexte. Il naît dans une famille d'artistes arméniens qui ont fui le génocide. Son destin, dès le départ, est donc marqué par ces deux choses, l'exil et l'art. Et cet art, il est partout autour de lui. Ses parents, par exemple, tiennent un restaurant qui est un peu le QG des artistes en exil. Le jeune Charles, il baigne là-dedans, dans cette atmosphère de spectacle. Du coup, ce n'est pas vraiment une surprise de le voir monter sur les planches à seulement 9 ans. On pourrait se dire, ok, la voie est toute tracée. Mais en fait, pas du tout. Rien ne va être simple pour lui. Ce qui nous amène directement à notre deuxième partie, ses débuts difficiles. Parce qu'avant la gloire, il y a eu la galère. Une galère qui a duré longtemps. Le chemin a été incroyablement long, vraiment semé d'embûches. On parle de près de 8 ans à se battre pour exister, et tout ça dans l'ombre d'une autre légende. Et cette légende, bien sûr, c'est Édith Piaf. Leur rencontre en 1946 va tout changer. C'est elle qui le repère, qui le prend sous son aile, qui l'emmène en tournée en France, aux États-Unis. Mais attention, la relation est complexe. Pendant 8 ans, il n'est pas juste un protégé. Il est son secrétaire, son chauffeur, son confident, son homme à tout faire, en gros. C'est elle qui, à la fin, le poussera à se lancer en solo. C'était un soutien absolument crucial, c'est certain, mais c'était aussi une période où il était très dépendant d'elle. Et pendant ce temps, les critiques, c'est d'une violence. Il faut imaginer, absolument tout est attaqué. Sa voix, nasillarde, sans puissance, on le surnomme carrément la laryngite. Son physique, sa gestuelle, ça ne passe pas. Et ce n'est pas que la presse, même les autres artistes le rejettent. En 1952, par exemple, les Compagnons de la chanson, qui étaient hyper connus à l'époque, refusent sa candidature. Le rejet est frontal, total. On lui ferme la porte au nez. Face à ce mur, sa réaction est juste extraordinaire de lucidité. Il dit lui-même « Quels sont mes handicaps ? Ma voix, ma taille, mes gestes. Il sait exactement ce qu'on lui reproche, il ne se voile pas la face. Mais le plus fou, c'est la suite. Pourtant je chanterai, quitte à m'en déchirer la glotte. On entend ça? Cette lucidité, ce n'est pas de la résignation. Au contraire, c'est son moteur. C'est une promesse qu'il se fait. Et toute sa réussite future, elle est contenue dans cette phrase. Et cette promesse, il va la tenir. Ce qui nous amène à la troisième partie, la révélation sur scène. Parce qu'après toutes ces années de doutes, de critiques, de galères, il y a une soirée. Une seule soirée où tout a basculé. La nuit qui va enfin lui donner raison et changer sa carrière pour toujours. Mais attention, ce basculement, il ne s'est pas fait du jour au lendemain. C'est une lente progression. Regardez, en 1953, il a un premier succès sur scène, mais c'est au Maroc, loin de Paris et de ses critiques. 2 ans plus tard, en 1955, un premier disque qui marche un peu, Sur ma vie. Mais il faut encore attendre jusqu'en 1960. C'est là, 7 ans après le tout premier petit succès, qu'arrive enfin la soirée qui va tout changer, son concert à l'Alhambra. Et le cœur de ce triomphe, la clé, c'est une chanson. Une seule chanson, Je me voyais déjà. C'est une chanson qu'il a écrite lui-même et que de grands noms comme Yves Montand avaient refusé. L'ironie, c'est que cette chanson raconte quoi? L'histoire d'un artiste qui n'arrive pas à percer, qui est en mal de reconnaissance. Ça ne rappelle rien? C'est son histoire, tout simplement. Et ce qui se passe ce soir-là, à l'Alhambra, c'est digne d'un film. Vraiment, le public est glacial. Aznavour a 36 ans, il sait que c'est sa dernière chance. Il joue son va-tout sur Je me voyais déjà. Et là, coup de génie ou de poker, il termine la chanson dos au public, comme un artiste vaincu qui s'en va. Silence de mort dans la salle. On raconte qu'en coulisses, il est prêt à tout laisser tomber. Mais quand il revient sur scène pour un dernier salut, c'est une ovation, un tonnerre d'applaudissements qui ne s'arrête plus. Ce soir-là, à 36 ans, il a enfin gagné. Cette victoire à l'Alhambra, c'est la porte qui s'ouvre. Et derrière, il y a une carrière d'une richesse incroyable. Ce qui nous amène à la 4e partie. L'artiste aux multiples facettes. Parce que ce serait une énorme erreur de réduire Aznavour à un simple chanteur.
il était bien plus que ça. D'abord, il y a l'auteur-compositeur. Et là, les chiffres donnent le vertige. Plus de 1000 chansons écrites. Il faut prendre une seconde pour réaliser ce que ça veut dire. 1000 histoires, 1000 mélodies. Et il n'écrivait pas que pour lui, hein. Il a aussi offert des tubes à Johnny Hallyday, Sylvie Vartan, Mireille Mathieu. C'était un vrai architecte de la chanson française. Ensuite, il y a l'interprète. Et là encore, c'est impressionnant. Près de 1300 chansons enregistrées. Et attention, pas seulement en français. Il a chanté en anglais, en espagnol, en italien, en allemand. Il a fait voyager ses chansons et avec elles un peu de la culture française absolument partout dans le monde. C'est comme ça qu'il est devenu une icône planétaire. Et ce n'est pas fini. Il y a aussi l'acteur. Il ne faut pas oublier que c'était son tout premier rêve. Le théâtre, le cinéma. Et ce rêve, il l'a plus que réalisé. 63 longs-métrages. C'était pas juste le chanteur qui vient faire une apparition, non. C'était un vrai acteur qui a tourné avec les plus grands réalisateurs. On pense forcément à son rôle incroyable dans Thierry sur le pianiste de François Truffaut. Mais ce qui est peut-être encore plus fort que les chiffres, c'est le courage de ses textes. Aznavour, c'était quelqu'un qui n'avait pas peur de briser les tabous. Imaginez, en 1965, il sort Après l'amour, une chanson qui parle de sensualité de façon très directe. Résultat, censure à la radio. 7 ans plus tard, il est le tout premier artiste populaire à parler d'homosexualité dans Comme ils disent. Et il le fait sans caricature, sans jugement, une révolution pour l'époque. Et bien sûr, impossible de ne pas mentionner Ils sont tombés, où il donne une voix poignante à la mémoire de ses racines, au génocide arménien. Et cet engagement, ça nous amène tout naturellement à notre dernière partie, l'héritage d'un géant. Parce que pour comprendre Aznavour, il faut regarder au-delà de l'artiste. Il y a aussi l'homme engagé. Et son impact va bien au-delà de la musique. Son engagement pour l'Arménie, sa patrie d'origine, a été total. L'exemple le plus marquant, c'est après le terrible tremblement de terre de 1988. Il ne reste pas les bras croisés. Il crée la fondation Aznavour pour l'Arménie et il mobilise des dizaines d'artistes pour enregistrer la chanson Pour toi Arménie. Un élan de solidarité incroyable. En reconnaissance de tout ça, le pays lui a donné le titre le plus élevé possible, celui de héros national. Et ce n'était pas que du symbolique, loin de là. C'est devenu très très concret. Dès 1995, il devient délégué permanent de l'Arménie à l'UNESCO. En 2008, il obtient la citoyenneté arménienne et l'année d'après, il est carrément nommé ambassadeur d'Arménie en Suisse. En fait, il a mis toute sa célébrité mondiale au service de la diplomatie pour le pays de ses ancêtres. Donc, au final, l'histoire de Charles Aznavour, c'est bien plus que l'histoire d'un chanteur. C'est le récit d'un homme qui a pris tout ce qu'on voyait comme des faiblesses et qui en a fait une force absolument unique. Son parcours nous montre une chose, le talent, ça ne suffit pas. C'est la volonté, l'acharnement qui sculpte les destins. Alors la question qu'il nous laisse, et qui va bien au-delà de la musique, c'est peut-être celle-là. Jusqu'où est-on prêt à se battre pour devenir qui on est vraiment ?